Salut les férus, aujourd'hui, place à l'infidélité du palais. Alors qu'il soit ébène, blanc ou au lait, le chocolat n'a jamais laissé personne indifférent. Mais avant d'être une gourmandise, le chocolat a été un symbole, un breuvage sacré, une monnaie, un produit de pouvoir. Dans cet épisode, je vais te raconter l'histoire du chocolat, de sa légende ancestrale à son arrivée en Europe et comment il est passé d'un rituel divin à un plaisir quotidien. Et sais-tu que le mot chocolat se disait xocoalt chez les Aztèques, un mot amer, épicé, bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Tu aimes l'histoire? Tu aimes le chocolat? Alors bouge pas. Bien avant d'être une gourmandise, le cacao est une plante ancienne. Selon les botanistes, le cacaoyer poussait déjà il y a plus de 4000 ans, en Amérique latine, principalement dans la région amazonienne. Ce seraient les Mayas qui, vers 1600 avant Jésus-Christ, auraient été les premiers à le cultiver et à en comprendre l'importance. Mais chez les Aztèques, le cacao est avant tout lié à une légende. On raconte qu'une princesse fut chargée de garder le trésor de son époux, un grand guerrier parti défendre les frontières de l'Empire. Capturés par des ennemis, ils tentèrent de forcer à révéler l'emplacement du trésor. Elle refusa. Par vengeance, ils la tuèrent, et du sang versé par la fidèle épouse naquit le cacaoyer. Un arbre dont le fruit cache un trésor de graines amères. Amères comme les souffrances de l'amour, forte comme la vertu, rouge comme le sang. C'était le don du dieu Quetzalcoatl. Une fidélité payée de la mort, mais au-delà de la légende, les Mayas croyaient au bienfait du Xocoatl. Ils pillaient des graines, les faisaient griller, y ajoutaient de l'eau et des épices, et buvaient cette boisson amère, convaincus qu'elle pouvait les nourrir même après la mort. Chez les Aztèques, le Xocoatl avait une autre fonction. Une tasse était censée chasser la fatigue, stimuler l'esprit et renforcer les capacités mentales. Le cacao était si précieux que les fèves de cacao servaient de monnaie. 10 fèves pour un lapin, jusqu'à une centaine pour une dinde. Certaines chroniques espagnoles parlent même d'êtres humains, mais ces récits restent flous, biaisés, et surtout révélateurs du regard des conquérants. Lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique en cherchant les Indes, lors de son 4e voyage, entre 1502 et 1504, il longe les côtes de l'actuel Honduras, près de l'île de Guanaja. Un grand canoë indigène s'approche des caravelles espagnoles. À son bord, une vingtaine de rameurs. Il transporte de l'or, des armes, des étoffes et surtout des petites amandes rouges sombres. Ces graines sont utilisées comme monnaie. Ce sont les fruits du cacaoyer. Mais Christophe Colomb ne s'y intéresse pas. Pour lui, ces graines n'ont aucune valeur. Il cherche de l'or, des épices, des routes commerciales. Il passe à côté d'un trésor, un trésor amer, encore consommé aujourd'hui pour le plaisir du palais. Une erreur que lui ne comprendra jamais, mais que Hernán Cortés, lui, ne refera pas. Avant d'arriver dans les bouches des Européens et sur les tables des cours royales, le chocolat a parcouru bien des routes. Des routes faites de légendes, de croyances et parfois de sang. Si Christophe Colomb est réellement passé à côté de quelque chose d'incroyable, Hernán Cortés, lui, ne fera pas cette erreur. Et cette fois, ce n'est plus seulement une boisson qui est en jeu, mais une légende, une croyance qui va participer à la chute du peuple aztèque. Chez les Aztèques, on croyait en un dieu ancien, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, parfois décrit comme un dieu à la peau claire,
porteur de savoir et de civilisation. Selon la légende, Quetzalcoatl, vaincu par d'autres dieux, aurait quitté la terre des hommes en jurant de revenir un jour par la mer pour réclamer son dû. En 1519, des navires apparaissent à l'horizon. À leur bord, des hommes blancs, barbus, venus de l'Est. Pour certains Aztèques, ce n'est pas une invasion, c'est un présage. Ces hommes sont conduits jusqu'au chef suprême de l'Empire, le Tlatoani Moctezuma. Face à ceux qu'ils croient être des envoyés divins, il les accueille et leur offre des présents. Parmi eux, une boisson précieuse, le Tzocoalt. Mais Hernán Cortés ne cherche pas des dieux, il cherche de l'or. Et très vite, les villages sont mis à feu et à sang. Les Aztèques, faits prisonniers, marchent sur des kilomètres, épuisés, mais continuent d'avancer après avoir bu cette boisson sombre et amère. Les Espagnols comprennent alors que le cacao n'est pas un simple breuvage, c'est une source d'énergie, un symbole de pouvoir, un trésor. Le cacao fait désormais partie du butin et en 1528, Cortés rapporte en Europe les fruits du cacaoyer. Mais ne croyez pas que le chocolat ait envahi l'Europe immédiatement. Pendant près d'un siècle, l'Espagne garde jalousement le secret du cacao, réservé aux moines et à la cour royale. Une histoire populaire raconte qu'à cette époque, lorsque des pirates anglais ou français capturaient des navires espagnols, ils jetaient parfois les sacs de fèves par-dessus bord, pensant qu'il s'agissait de simples crottes d'animaux. Une anecdote sans doute folklorique, mais révélatrice d'une chose. Le trésor du cacao était encore méconnu et farouchement protégé. Dans les îles Caraïbes, les Espagnols cultivent la canne à sucre. Peu à peu, une idée naît, ajouter ce sucre au Tzocoalt. Puis viennent la cannelle, l'anis, la vanille. La boisson change. D'amère et austère, elle devient plus douce, plus joyeuse, presque gourmande. Le chocolat quitte alors progressivement le monde du sacré pour entrer dans celui du plaisir. Mais attention, derrière cette douceur des salons royaux se cache une réalité plus sombre. Pour satisfaire la demande croissante de l'Europe, le chocolat devient indissociable de l'esclavage et de la plantation intensive aux Antilles et en Amérique du Sud. Le sang de la légende aztèque devient alors une réalité tragique pour des milliers d'hommes et de femmes dans les colonies. On commence à déguster dans les chocolaterias, d'abord au Mexique, puis en Europe. En Espagne, seuls les plus riches ont le privilège d'y goûter. Et bientôt, quelqu'un a une autre idée, servir cette boisson chaude. Le chocolat devient alors une boisson voluptueuse. Pour obtenir cette pâte brune que l'on mélange ensuite à de l'eau, parce que non, on ne mettait pas les fèves directement dans la tasse, hein. Il existait déjà tout un procédé. Les fèves de cacao étaient d'abord fermentées, puis séchées, torréfiées et enfin broyées sur une pierre. Ce broyage libérait naturellement le beurre de cacao et permettait d'obtenir une pâte épaisse, grasse, intense. C'est exactement ainsi que procédaient les Mayas et les Aztèques, bien avant l'arrivée des Européens. Et une fois en Europe, ce procédé ne disparaît pas. On le reprend, on l'adapte, on le raffine. En France, avec Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, le chocolat devient plus qu'une boisson. À la cour, c'est un marqueur social. On le boit le matin, on en discute, on le recommande pour la santé et surtout, on imite la reine. Et quand la reine boit du chocolat, la cour suit. En Europe, au milieu du XVIIe siècle, le chocolat fait débat dans le milieu religieux chrétien. Lors des jours maigres, une question divise. Cette boisson voluptueuse peut-elle rompre le jeûne? Le cardinal Francesco Maria Brancaccio tranche.
Pour lui, le chocolat est une boisson, et puisqu'il est liquide, il ne rompt pas le jeûne. Les dames de la cour peuvent donc continuer à boire leur chocolat, même après la messe, comme elles en avaient pris l'habitude. Pour préparer cette boisson, il fallait des outils bien précis, une chocolatière et surtout un moussoir, un fouet en bois conçu pour une seule chose, créer de la mousse, car le chocolat ne se contentait pas d'être mélangé, il fallait le fouetter longtemps, vigoureusement, parfois pendant de longues minutes, jusqu'à obtenir une boisson épaisse, chaude, recouverte d'une mousse dense. À l'époque, le chocolat se prépare avec de l'eau, de la pâte de cacao, du sucre et parfois de la vanille. Le lait lui arrive bien plus tard. Progressivement au fil du XVIIIe siècle, il remplace l'eau dans certaines cours européennes, rendant la boisson plus douce et plus riche. De grands esprits en font même leur carburant quotidien. Voltaire, par exemple, consomme du chocolat du matin jusqu'au milieu de l'après-midi, sans manger, convaincu que cette boisson stimule son esprit et libère sa capacité à écrire et à réfléchir. Avant d'être une gourmandise, le chocolat se vendait d'ailleurs principalement en pharmacie. On le prescrivait pour tout, la digestion, la mélancolie et même contre la peste. En France, à la cour, le chocolat se boit à toute heure, chez les marquis et les marquises. Mais avec la Révolution, le pays connaît un ralentissement dans l'évolution du chocolat, contrairement à la Suisse et à l'Italie, où l'innovation continue. Au XIXe siècle, le chocolat entre dans une nouvelle ère, une ère technique. En 1828, un Hollandais du nom de Conrad Johan van Houten met au point une machine révolutionnaire. Elle permet de séparer le beurre de cacao de la pâte. Et pour la première fois, on peut obtenir une poudre de cacao plus fine et surtout contrôler la quantité de matière grasse. Cette innovation change tout. Le chocolat devient plus stable, plus facile à travailler, plus accessible. Ces avancées ouvrent alors la voie à une nouvelle manière de transformer le chocolat. Il ne va plus seulement être bu, il va être travaillé. D'abord vient le conchage. Le chocolat est longuement brassé, parfois pendant des heures, afin d'affiner sa texture et de développer ses arômes. Puis vient le tempérage, une étape délicate qui consiste à chauffer puis refroidir le chocolat de manière très précise, pour lui donner sa brillance, son croquant et une bonne tenue. Enfin, le chocolat peut être moulé ou enrobé. Il devient solide, cassant. Pour la première fois dans son histoire, le chocolat n'est plus seulement une boisson. Il devient une gourmandise que l'on peut tenir entre ses doigts et surtout le croquer. C'est dans ce contexte que certains pays vont prendre une longueur d'avance. En Suisse, des maisons comme Nestlé ou Caillé s'appuient sur ces innovations pour industrialiser le chocolat, le démocratiser et l'ancrer durablement dans le quotidien. Le savais-tu? Les plus grands consommateurs de chocolat ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. En Europe, les pays nordiques figurent régulièrement parmi les plus gros consommateurs par habitant. En Suède, par exemple, le chocolat fait partie du quotidien. Là où en France, offrir du chocolat est un geste de plaisir, presque un cadeau, en Suède, s'en offrir ou en offrir est quelque chose de beaucoup plus banal. Le chocolat accompagne la routine, les pauses, les moments simples de la vie. Autre idée reçue, très ancienne. Le chocolat serait aphrodisiaque. Cette réputation date de sa découverte en Europe, lorsqu'il était rare, cher et réservé aux élites. En réalité, le chocolat n'est pas un aphrodisiaque, non. Il peut améliorer l'humeur à court terme, apporter du réconfort, mais il n'y a aucun effet direct sur le désir ou la sensualité. Le chocolat fait du bien à la tête, pas à la libido. Et puisqu'on parle de mythe, le chocolat blanc, est-ce vraiment du chocolat? Eh bien, techniquement, non. Il ne contient pas de pâte de cacao,
C'est uniquement un mélange de beurre de cacao, enfin le gras de la fève, de lait et de sucre. C'est bon, mais c'est un imposteur au pays du cacao. Et comme souvent dans l'histoire de la cuisine, l'une des plus grandes créations chocolatées est née d'une erreur. À la fin du 19e siècle, dans une boutique parisienne du quartier du Marais, naît l'une des préparations les plus célèbres du chocolat. Selon la légende, un jeune marmiton, un apprenti, fait chauffer du lait. Tandis que le chocolat fond doucement à ses côtés, par maladresse, la casserole de lait se renverse dans le chocolat fondu. Le patron furieux traite l'apprenti de ganache, une petite insulte de l'époque, qui signifiait qu'il était sot. Pour tenter de rattraper son erreur, le patron mélange tout, et contre toute attente, le lait et le chocolat s'unissent parfaitement. La ganache est née. Plus tard, le lait sera remplacé par la crème, donnant naissance à une texture encore plus riche et plus onctueuse. Aujourd'hui, le chocolat règne en maître dans les pâtisseries. On le retrouve dans les éclairs, les entremets, les décors, les ganaches et les bonbons fourrés. En quelques siècles, ce breuvage sacré est devenu l'un des piliers de la gourmandise moderne. Je voudrais aussi remercier Cédric Mougel, le chocolatier pâtissier de Propriano, qui nous a permis de voir comment que ça se passait dans un labo chocolatier pâtissier, qui nous a partagé ses vidéos. Merci encore à toi. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel est ton chocolat préféré. Pour moi, j'avoue, c'est l'imposteur. Et pour finir, une dernière petite anecdote qui résume bien ce que le chocolat est devenu. Marie-Antoinette en était une grande amatrice, à tel point qu'elle créait le titre officiel de chocolatier de la reine. Son chocolatier personnel mélangeait le cacao à la fleur d'oranger ou à la menthe pour soulager ses migraines. À cette époque, on était encore à la frontière entre le plaisir et le remède. Et c'est peut-être ça, au fond, toute l'histoire du chocolat. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Michael et je vous dis ciao!